Le 24 janvier 1978. C'est une journée d'hiver glacial à Linsheim, en Allemagne de l'Ouest. Loin des projecteurs, dans l'anonymat d'une maison de retraite, une femme de 66 ans vit ses derniers instants. L'air sans le médicament et la poussière. À l'image, une chambre austère, un lit métallique, le silence. Son corps fragile lutte pour chaque inspiration. Sa poitrine se soulève à peine, mais ce sont ses mains qui attirent à l'attention. Elle tremble sur les draps blancs. Qui est réellement cette patiente? À première vue, une retraitée inoffensive, mais, en réalité, un bourreau du Troisième Reich. Ses mêmes mains, 30 ans plus tôt, ne tremblaient que pas. Elles tenaient fermement des seringues. Elles injectèrent de l'essence et des barbituriques directement dans le cœur de jeunes filles sans défense. Son nom est Hertha Oberhäuser. L'histoire a retenu ce nom pour une raison précise. Elle est l'unique femme à avoir été condamnée lors du célèbre procès des médecins de Nuremberg. Elle n'a pas soigné. Elle a mutilé. Elle a torturé des prisonnières saines au nom d'une science dévoyée par la haine. Les cicatrices de ses victimes ne se sont jamais refermées. Mais ce n'était que la fin du parcours. La justice a tenté de la punir. Pourtant, la décision prise par le tribunal reste encore aujourd'hui l'une des plus controversées de l'après-guerre. Le châtiment a-t-il été à la hauteur du crime? La réponse est brutale. Voici l'histoire de la construction d'une criminelle. Le 15 mai 1911, une date inscrite sur un certificat de naissance à Cologne, dans l'Empire allemand. Hertha Oberhäuser vient au monde dans une famille modeste, pas de richesse, pas de privilèges. Très vite, ses parents déménagent à Düsseldorf. L'enfant grandit dans le décor gris d'une ville industrielle. Dès ses premières années d'école, elle sort du lot. Pourquoi cette élève attirait-elle l'attention des professeurs? Ce n'était pas seulement son intelligence, c'était sa discipline quasi militaire. Elle ne jouait pas, elle travaillait. Ses enseignants notent ses résultats exceptionnels. Ils voient en elle une promesse d'avenir. L'Allemagne traverse alors les ravages de l'après-guerre. L'inflation explose, la misère s'installe. Mais Hertha garde le cap. Elle a un objectif précis, la médecine. C'est un rêve audacieux. Pour une femme, à cette époque, les portes de l'université restaient souvent fermées. Pour une femme pauvre, elles étaient verrouillées. Elle ne renonce pas. En 1931, elle obtient son diplôme secondaire. Mais le diplôme ne paie pas les factures. Sans soutien financier familial, elle doit se débrouiller seule. Elle partage sa vie entre Bonn et Düsseldorf. Elle enchaîne les cours, les consultations, les petits services rémunérés. À l'image, on imagine ses mains tachées d'encre et la fatigue sur son visage sous la lumière d'une lampe de bureau. L'effort est constant. Ses collègues masculins l'observent avec respect. Pour eux, Hertha est un modèle de réussite par le travail. Une jeune femme qui se bat honnêtement pour sa place. Mais le décor changeait. Pendant qu'elle construisait son avenir, l'Allemagne sombrait dans le chaos. Crise économique, chômage de masse, affrontements dans les rues. C'est dans ce climat de peur qu'un nouveau chef émerge. Janvier 1933. Adolf Hitler est nommé chancelier. Le parti nazi prend le contrôle total. La fragile République de Weimar est démantelée pierre par pierre. Le régime totalitaire s'installe. Les archives sonores de l'époque font entendre les cris de la foule et le claquement sec des bottes sur les pavés. La jeunesse allemande devient la cible prioritaire de l'endoctrinement. Dès 1935, Hertha s'engage. Elle commence à exercer comme médecin bénévole lors des événements du régime, compétitions sportives, rassemblements de jeunesse, camps d'été. À première vue, une simple assistance médicale pour le bien public. Mais en réalité, une adhésion active à la machine nazie. Aucun document ne prouve qu'elle possédait sa carte de la Ligue des jeunes filles allemandes. Pourtant, elle opérait au cœur même de leur système. Cette ligue n'était pas un club de loisirs. C'était un instrument de contrôle mental. Le régime dressait les filles. Elles devaient devenir pures, saines, totalement soumises. Leur unique rôle, devenir des mères reproductrices pour fournir des soldats au Reich. L'éducation et l'autonomie intellectuelle étaient devenues des obstacles à éliminer. Sur les pellicules d'époque, on voit ces rangées de jeunes femmes blondes, aux regards identiques, alignées lors des parades. Le succès de la doctrine était effrayant. Hertha avait surmonté la pauvreté. Elle avait vaincu les préjugés académiques pour porter la blouse blanche. Mais ce n'était que le début de sa chute. Elle a utilisé cette blouse pour s'engager sur un chemin sombre. Le savoir scientifique n'était plus un outil de guérison, il allait devenir un instrument de cruauté absolue. La transformation venait de commencer. 1937. C'est une année charnière qui commence par un triomphe académique. Hertha Oberhäuser franchit une étape décisive. Elle obtient son doctorat en médecine.
Ce n'était pas un diplôme ordinaire. Dans l'Allemagne de l'époque, voir une femme accéder à ce grade relevait de l'exception statistique. Elle avait travaillé dur, elle avait surpassé ses collègues masculins. Hertha ne voulait pas s'arrêter là. Elle a choisi une spécialisation exigeante, la dermatologie. Ce domaine demande une observation clinique impitoyable et une capacité à supporter la vue de la chair abîmée. Elle devait traiter la douleur visible sur la peau humaine, mais la décision la plus lourde de conséquences ne s'est pas prise dans un amphithéâtre. Elle s'est prise dans le silence d'un bureau administratif. Pourquoi une jeune médecin prometteuse a-t-elle rejoint le parti nazi? Aucune loi ne l'y obligeait. Mais l'appétit pour le pouvoir était plus fort que le serment d'Hippocrate. Hertha signe sa carte de membre. C'est un choix froid et calculé. Personne n'a pointé une arme sur elle. Personne n'a menacé sa famille. Au contraire, c'était un accélérateur de carrière. Le parti contrôlait tout. Avoir la carte, c'était avoir les clés des administrations et des privilèges universitaires. À première vue, une simple formalité administrative. Mais en réalité, un pacte définitif avec le régime. Ce geste signifiait une adhésion totale. Hertha n'a pas seulement pris une carte, elle a absorbé une idéologie. La supériorité raciale, le mépris des faibles, la nécessité d'éliminer les impurs pour renforcer la nation, elle n'a posé aucune question, elle n'a montré aucune hésitation, elle a simplement validé l'horreur. Mais les événements se sont précipités. 1er septembre 1939. L'Allemagne lance ses troupes sur la Pologne. La Seconde Guerre mondiale éclate. Le bruit des bottes remplace les discussions académiques. 20 ans seulement après le premier conflit mondial, le continent bascule à nouveau. La propagande sature les ondes radio. Les usines se transforment en forges à munitions. Sur les images d'archives, on voit des foules fanatisées qui saluent les convois militaires. Pourtant, loin du front, la réalité d'Hertha est morose. Une crise personnelle la frappe, son père tombe gravement malade, les factures s'empilent, l'argent manque. Elle occupe un poste au département de la santé de Düsseldorf. Mais ce n'est pas la gloire qu'elle espérait. C'est un travail de bureaucrate, le salaire est bas, les perspectives d'avancement sont nulles, elle s'ennuie, l'ambition la ronge. C'est alors que le destin prend la forme d'une page de papier glacé. Hertha feuillette une revue médicale. Son regard s'arrête sur une annonce encadrée de noir. Le texte est sec. La SS recrute un médecin pour un camp de formation féminin près de Berlin. L'employeur est l'organisation paramilitaire la plus redoutée du Reich, sous les ordres directs d'Heinrich Himmler. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Hertha saisit l'occasion. Elle rédige sa candidature immédiatement. Son profil correspond exactement aux exigences. Elle est jeune, elle est diplômée, elle est politiquement fanatique. La réponse est positive. Elle part pour 3 mois de formation intensive. On ne lui enseigne pas à sauver des vies. On lui enseigne la discipline de fer de la SS. On lui apprend à ignorer la pitié. À l'image, les uniformes noirs qui défilent au pas cadencé. Une fois sa formation validée, elle reçoit son ordre de mission. Elle ne va pas dans un hôpital, elle ne va pas dans une clinique de luxe. Elle est affectée à un lieu qui deviendra le symbole de la souffrance des femmes sous le nazisme. Le camp de concentration de Ravensbrück l'attendait. Décembre 1940. C'est à cette date précise qu'elle franchit le portail de fer. Ravensbrück. Inauguré en mai 1939, ce complexe n'était pas un camp ordinaire. Il avait été planifié comme l'unique grand camp de concentration exclusivement réservé aux femmes. L'architecture elle-même servait d'arme. Les murs gris, l'organisation interne, les méthodes de contrôle. Tout était conçu pour transformer ce lieu en une machine efficace de répression, de discipline et de destruction morale. Plus de 150 femmes servaient ici comme gardiennes SS. La majorité étaient volontaires. Pourquoi s'engageait-elle dans une telle horreur? On pourrait penser à la simple nécessité économique. Mais, si certaines étaient attirées par le salaire ou le statut, d'autres l'étaient par un motif plus sombre, le goût du pouvoir et de la cruauté pure. Hertha Oberhäuser aurait dû être choquée. Elle était médecin. Elle avait prêté serment. Mais Hertha ne détonne pas avec ce qu'elle voit. Elle s'adapte avec une vitesse effrayante. Elle intègre le corps médical du camp sans le moindre tremblement. Elle commence à travailler aux côtés de 2 noms qui deviendront synonymes d'enfer, Wolterson et Szydlowski. À première vue, une infirmerie stérile, mais en réalité, une chambre de torture avec des gants chirurgicaux. Ici, la médecine ne soignait pas. Ensemble, ils pratiquaient des expériences grotesques sur les prisonnières. On entendait les cris à travers les murs, des extractions de dents saines réalisées sans aucune anesthésie, le métal contre l'os.
Des injections létales de phénol, d'essence ou d'huile propulsées directement dans le cœur. Sur les rapports, on lit les détails froids, amputations inutiles et transplantations improvisées. L'un cherchait la connaissance, l'autre cherchait la souffrance. Le camp était devenu un laboratoire de la mort, mais ce n'était que le début. Un épisode particulier marque la chute définitive de Hertha dans l'horreur absolue. Dans l'enceinte de Ravensbrück, un groupe de prisonnières vivait un cauchemar spécifique. Elles étaient forcées d'agir comme prostituées dans des bordels destinés aux soldats et officiers nazis, des corps brisés à usage militaire. Beaucoup d'entre elles, déjà dévastées physiquement et psychologiquement, ont été désignées pour de nouvelles expériences. L'objectif ? Étudier les maladies vénériennes comme la syphilis et la gonorrhée. Les victimes étaient au bord de l'effondrement. Elles refusaient de continuer. Face à cette résistance, un moment d'hésitation a flotté parmi les médecins masculins, un instant de doute. Mais pas chez Hertha. La caméra de l'histoire enregistre ce moment précis. Elle s'avance. Elle s'offre spontanément pour poursuivre les tests. Personne ne l'a forcée. Elle n'a pas simplement obéi aux ordres. Elle a dépassé les attentes. Avec enthousiasme, elle a participé activement à des pratiques sans fondement médical. Elle a piétiné tous les principes éthiques. Hertha avait franchi la dernière frontière. L'étudiante travailleuse de Düsseldorf n'existait plus. La jeune femme ambitieuse qui rêvait de guérir les maladies de la peau s'était effacée. Elle faisait désormais partie d'une machine monstrueuse, un système qui transformait les femmes en cobayes, les corps en expériences, les vies en simples numéros sur une liste. Et le pire restait encore à venir. Le 27 mai 1942. C'est la date précise où le destin du Troisième Reich a vacillé. Nous sommes à Prague. Dans le protectorat de Bohême-Moravie, une Mercedes décapotable ralentit dans un virage serré du quartier de Liben. Une cible parfaite. 2 hommes surgissent soudainement. Ce sont des agents tchèques entraînés par les Britanniques pour l'opération Anthropoïde. L'un d'eux braque sa mitraillette. Elle s'enraye. Le second lance alors une grenade anti-char modifiée. L'explosion déchire le silence du matin. Elle défonce la carrosserie arrière droite du véhicule. La déflagration projette des éclats de métal et des fragments du siège en crin de cheval directement dans le dos du passager. Des cris de panique envahissent la rue. Reinhard Heydrich s'effondre. Ce n'était pas n'importe quel blessé. C'était le protecteur du Reich, l'un des hommes les plus puissants d'Europe, l'architecte de la solution finale et le créateur de la Gestapo. Un homme à l'uniforme impeccable et au regard d'acier, craint par Hitler lui-même. Son élimination n'était pas seulement un acte de guerre, c'était un coup direct porté au système nerveux de l'occupation nazie. Les secours arrivent immédiatement. Heydrich est transporté d'urgence à l'hôpital Bulovka. Karl Gebhardt prend les commandes. Il est le médecin personnel de Heinrich Himmler et une sommité médicale du régime. Il examine les plaies infectées par les débris sales de la voiture. Face à ce tableau clinique critique, il prend une décision fatale. Pourquoi a-t-il refusé d'utiliser les sulfamides ? Ces premiers antibiotiques étaient pourtant disponibles. Mais l'orgueil de Gebhardt était plus fort que la science. Il méprisait ces médicaments, les jugeant inefficaces. Il préférait les méthodes chirurgicales traditionnelles, une erreur de calcul monumentale. L'état du patient se dégrade rapidement. La fièvre monte. Le corps du dictateur lutte, mais l'infection se généralise. Le 4 juin, Reinhard Heydrich meurt. Ce n'est pas la grenade qui l'a tué, c'est la négligence médicale. La nouvelle provoque une onde de choc à Berlin. Himmler est furieux. Il a besoin d'un coupable. La pression sur Gebhardt devient insupportable. Le médecin doit justifier son échec. Il doit prouver que les sulfamines n'auraient de toute façon pas sauvé Heydrich. Pour sauver sa propre peau, Gebhardt conçoit un plan monstrueux. Il lui faut une preuve scientifique, il lui faut des sujets de tests vivants. À première vue, une simple étude clinique pour améliorer la chirurgie de guerre. Mais en réalité, le début d'une boucherie organisée. Le décor change brutalement. Nous sommes au camp de concentration de Ravensbrück, l'été 1942. C'est ici que l'expérience va prendre forme. Gebhardt recrute ses exécutants, Fritz Fischer et Hertha Oberhäuser. Cette dernière attendait ce moment depuis des années. Elle voulait prouver sa valeur. Elle voulait exercer sans aucune limite éthique. Mais ce n'était que le début de l'horreur. Les médecins SS sélectionnent leurs victimes. Ce sont de jeunes femmes polonaises, des prisonnières politiques, des membres de la résistance. Dans le jargon du camp, elles deviennent les lapins. Le protocole expérimental est d'une cruauté absolue. Sur la table d'opération, on incise profondément les jambes des prisonnières. Les médecins ne cherchent pas à soigner, ils cherchent à détruire. Ils introduisent volontairement des bactéries virulentes dans les plaies ouvertes. Gangrène gazeuse, tétanos, staphylocoque.
À l'image, on imagine la scène clinique froide, des instruments brillants qui insèrent de la saleté dans des muscles sains. Pour simuler les blessures du front de l'Est, Oberhäuser et son équipe vont plus loin. Ils écrasent du verre, ils coupent des copeaux de bois, ils insèrent là ces corps étrangers directement dans les chairs à vif avant de recoudre sommairement. La circulation sanguine est coupée pour accélérer la pourriture. Les femmes se réveillent dans une agonie indescriptible. Les médecins observent l'infection dévorer les jambes. Ils notent la température. Ils chronomètrent la progression de la nécrose. Ensuite seulement, ils administrent les sulfamides à certains groupes, et rien à d'autre, pour prouver l'inefficacité du médicament. Les cris résonnent dans le bloc médical, mais les murs de Ravensbrück étouffent tout. La science nazie avait besoin de résultats. Le prix à payer importait peu. Gebhardt avait fabriqué son alibi sur des corps mutilés. Moins de 25 ans. C'était la moyenne d'âge des membres de la résistance jetés dans ce bloc. Les chirurgiens ne soignaient pas. Ils incisaient les jambes saines avec des scalpels froids. Une fois la chair ouverte, ils ne recousaient pas. Ils inséraient méthodiquement des fragments contaminés, du bois pourri, des clous rouillés, des éclats de verre, des morceaux de tissu souillés ramassés au sol. L'objectif était technique, reproduire les blessures de guerre les plus sales, provoquer la gangrène. Certains sujets recevaient des sulfamides, d'autres non. Mais le protocole cachait une perversion supplémentaire. Ceux qui recevaient le médicament subissaient un sabotage actif. Les pansements n'étaient pas changés, les plaies se macéraient. Pourquoi priver les patientes d'eau potable? Pour fausser les résultats. Mais la soif n'était pas suffisante pour les bourreaux. L'eau distribuée était mélangée avec du vinaigre ou des produits chimiques irritants. La déshydratation s'accélérait. Le but était clair, prouver que les antibiotiques étaient inutiles en tuant les patientes par d'autres moyens. Hertha Oberhäuser n'était pas une simple exécutante. Elle était le moteur du système. Elle occupait 3 fonctions précises. D'abord, la sélection. Elle passait en revue des centaines de prisonnières. Pourquoi choisir les femmes les plus fortes et les plus saines? Parce qu'un corps robuste met plus de temps à mourir. L'agonie devait durer pour que l'observation scientifique soit complète. Ensuite, l'assistance au bloc. Elle tenait les instruments. Elle participait aux incisions. Souvent, les chirurgiens n'utilisaient aucune anesthésie. Les cris des patientes remplissèrent la pièce. Les corps étaient maintenus de force par des sangles de cuir. Hertha restait impassible. Enfin, les soins post-opératoires. À première vue, un terme médical rassurant, mais en réalité, un synonyme d'abandon programmé. C'est dans cette phase que la vraie torture commençait. Les infections se répandaient dans les tissus. La fièvre montait en flèche. Les plaies suppuraient sans aucun nettoyage. Mais ce n'était que le début. Quand la douleur devenait ingérable ou que l'expérience touchait à sa fin, le protocole changeait. Pas de compassion. Une injection de phénol ou d'essence directement dans le cœur. Les archives contiennent des récits terrifiants. Stefania Lototka a survécu. Elle décrit une mécanique de la cruauté bien huilée. Hertha refusait l'eau aux mourantes. Quand elle cédait, c'était pour les briser davantage. Le liquide vinaigré brûlait les muqueuses. La gorge sèche s'enflammait. Les nausées commençaient immédiatement. Ce n'était pas une erreur médicale. C'était une punition calculée. Stanislava Młotkowska-Bielawska a subi pire encore. Le sadisme à l'état pur. Ses plaies étaient déjà ouvertes et infectées. Hertha revenait alors vers elle, pas pour nettoyer. Elle insérait de nouveaux débris, du verre, de la rouille. Elle enfonçait les objets dans la chair vive. Aucune justification scientifique, juste la volonté de prolonger le calvaire. Isabella Reck rapporte une autre facette du bourreau, la manipulation psychologique. Hertha jouait un rôle. Elle entrait dans la chambre, elle souriait, elle promettait de changer le traitement. Puis, elle partait. Elle ne revenait pas de la journée. L'espoir était une arme. Le sourire n'était qu'un masque pour cacher l'abandon. Les femmes attendaient en des heures, suspendues à une humeur qui ne changeait jamais. Sur les rapports, on lit la cause des décès, arrêt cardiaque. Mais la réalité visuelle est tout autre. L'injection de phénol n'était pas instantanée. La mort prenait entre 3 et 5 minutes. Une éternité. La victime restait consciente. Le liquide toxique brûlait les veines de l'intérieur. On entendait le bruit des convulsions sur le lit métallique. Les yeux restaient grands ouverts jusqu'à la dernière seconde. Hertha appelait cela un acte de miséricorde. Pourtant, l'horreur débordait des salles d'opération. Anna Heil, originaire de Francfort, cherchait sa sœur disparue dans le camp. Elle a commis l'erreur d'interroger Hertha. La réponse n'a pas été verbale. Hertha lui a décoché un coup de pied en plein visage, puis un autre dans l'estomac. Les mots ont suivi, glacial,
Elle a disparu parce que c'était une bouche inutile que nous ne pouvions plus nourrir. La vie humaine n'avait plus aucune valeur comptable. Le régime avait décidé qui mangeait et qui disparaissait. Cette logique s'appliquait à tous. Herta participait activement aux avortements forcés. Les femmes enceintes de 7 ou 8 mois n'étaient pas épargnées. Les gardes les battaient. Les coups pleuvaient sur le ventre jusqu'à déclencher le travail. Dès la naissance, le verdict tombait. Les nouveau-nés n'étaient pas des êtres humains. Ils étaient des résidus. Les bébés étaient tués sur l'instant, jetés comme des déchets médicaux. Ainsi s'achevait le cycle pour les femmes et les enfants. 132 000 femmes. C'est le nombre de prisonnières qui ont franchi les portes de Ravensbrück. Les nazis ne cherchaient pas seulement à contrôler ces populations, ils voulaient effacer leur avenir. Pour les femmes et les enfants roms, le verdict était immédiat, stérilisation forcée. L'objectif était clair, stopper la reproduction, annihiler la lignée, faire en sorte que ce peuple cesse tout simplement d'exister. Pourquoi des médecins ont-ils accepté de faire cela? Ils avaient prêté serment de protéger la vie. Mais l'idéologie du parti était plus forte que le serment d'Hippocrate. C'était une politique eugéniste déguisée en science. Karl Gebhardt donnait les ordres. Fritz Fischer prenait les notes. Herta Oberhäuser tenait le bistouri. Les chiffres officiels ne racontent qu'une fraction de l'horreur. Les archives confirment des expériences médicales sur au moins 86 femmes. 74 étaient polonaises. À première vue, des opérations chirurgicales standards. Mais en réalité, des séances de torture méthodiques. Ces jeunes femmes étaient des résistantes. Elles pensaient se battre pour la liberté. Elles ont fini attachées sur des tables d'opération froides. 5 d'entre elles sont mortes sous le couteau. D'autres ont agonisé pendant des jours. Infection massive, hémorragie incontrôlable, inanition. Quand les expériences échouaient, la solution était radicale. Une exécution sommaire, une balle pour faire disparaître les cicatrices gênantes. Mais cela ne réglait rien en surface. Le camp engloutissait tout le monde. Polonaises, russes, juives, tziganes, dissidentes allemandes. Sur les 132 000 entrantes, 92 000 ne sont jamais ressorties. Elles sont mortes d'épuisement, de typhus, sous les coups ou dans le silence des laboratoires. Des milliers de victimes n'ont même pas été enregistrées. Aucun papier, aucun nom. Leurs histoires se sont perdues entre les cendres des crématoires et la terre des fosses communes. Mais le temps jouait contre les bourreaux. Le 30 avril 1945, tout bascule. Les chars de l'armée rouge enfoncent le périmètre. Le portail principal cède. Les lettres austères de la SS tombent dans la boue. La libération arrive, trop tard pour des dizaines de milliers de détenus, mais juste à temps pour que le monde constate l'ampleur du crime. Les soldats soviétiques ne découvrent pas un camp, ils découvrent un cimetière à ciel ouvert. Sur les images d'archives, on voit des baraquements vides abandonnés dans la panique, des corps entassés qui pourrissent sous le ciel gris du printemps allemand. La vie avait été réduite à son strict minimum. La caméra enregistre des femmes squelettiques. Leurs yeux sont enfoncés dans les orbites, leurs regards sont absents. Elles luttent simplement pour rester debout. Environ 3500 survivantes étaient encore là. Si on peut appeler cela vivre, elles n'étaient que fièvre, infection et famine. Herta Oberhäuser n'était pas parmi elles. Elle n'a pas attendu les soviétiques. Elle a rassemblé ses affaires et a fui quelques heures avant l'arrivée des troupes. Mais dans sa précipitation, elle a commis des erreurs. Elle a laissé derrière elle les outils de son métier. On trouve sur le sol des seringues brisées, des scalpels souillés, des bouteilles étiquetées avec des substances létales, des dossiers médicaux déchirés à la hâte. Elle a essayé de disparaître, de se fondre dans la masse, de diluer sa présence parmi les débris fumants du Troisième Reich. Mais on ne peut pas effacer une telle construction d'horreur. Les preuves n'étaient pas partout. Elles étaient gravées dans la chair des survivantes, dans les rapports médicaux incomplets, dans les témoignages qui commençaient à s'élever. La vérité sortait de l'ombre. Une question brutale s'est alors posée. Combien de barrières morales faut-il briser pour transformer un corps humain en terrain d'expérimentation? Il ne s'agit pas de médecine, il s'agit de sadisme. On regarde une fille de 20 ans dans les yeux, on incise sa jambe saine, on remplit la plaie de bactéries et on observe la dégradation en prenant des notes. Le médecin disparaît, le tortionnaire prend sa place. Le pouvoir absolu sur la vie d'autrui change la nature d'un homme ou d'une femme. Pendant que l'Europe célébrait la fin de la guerre, une autre traque commençait. La SS était tombée, le Reich était en ruine, mais les cicatrices d'Oberhäuser saignaient encore. Elle avait choisi son camp au nom de la science nazie. Maintenant,
Elle allait devoir répondre de ses actes. Le monde entier allait bientôt connaître son nom. 1946. Le décor a changé. Plus de camps d'extermination, plus de couloirs sombres de Ravensbrück. Nous sommes désormais dans un tribunal international, une salle immense, des boiseries sombres, une justice qui tente de s'imposer sur les ruines. La Seconde Guerre mondiale est terminée, mais les plaies sont encore ouvertes. Il ne s'agit plus de juger des généraux ou des ministres. Cette fois, ce sont les hommes et les femmes qui utilisèrent leurs blouses blanches comme boucliers qui sont dans le box. Le procès des médecins a commencé. C'est le premier des 12 processus menés après le jugement des grands chefs nazis à Nuremberg. Un tribunal dédié à l'exposition des crimes commis sous prétexte de science. Des actes qui violaient pas les limites les plus élémentaires de l'éthique, de la dignité et de l'humanité. Qui étaient ces accusés? 23 personnes, 20 médecins, des hommes qui devaient l'en guérir, mais qui ont choisi d'expérimenter. Des hommes qui devaient sauver, mais qui ont torturé. Ils ont troqué le bistouri pour le pouvoir absolu et ont placé la souffrance au centre de leurs recherches. Et au milieu de ces costumes gris, il y avait une seule femme, Hertha Oberhäuser, celle-là même qui, des années auparavant, préparait les seringues d'essence et des vipans. Celle qui décidait d'un geste sec si une jeune femme de 22 ans vivrait un jour de plus ou si elle mourait dans les spasmes, seule sur un brancard froid de Ravensbrück. Aujourd'hui, elle est assise face aux juges et aux survivantes. À l'image, on voit une femme soignée, habillée formellement. Elle essaie de dissimuler ce que ses victimes n'oublieront jamais. Dès les premières minutes du procès, Hertha adopte une stratégie lâche. Elle tente de se réfugier derrière son identité. Elle affirme qu'en tant que femme, la brutalité lui est étrangère. Elle essaie d'exploiter le stéréotype de la compassion féminine, celle-là même qu'elle a anéantie de ses propres mains. Elle se présente comme une simple assistante, une personne sans autorité, un rouage passif dans un système monstrueux. À première vue, une exécutante docile, mais en réalité, une tortionnaire zélée. Les documents disent pour le contraire. Les ordres signés portent son nom. Elle avait le pouvoir, et elle l'a utilisé. Un des moments les plus glaçants du procès survient lorsque Hertha prend la parole. Sa voix est ferme, froide. Elle ose justifier ses actions. Les prisonnières étaient contentes que je m'occupe des pansements. Elles ne se plaignaient jamais. Je pensais toujours que mon assistance leur était agréable. La salle se fige. Personne n'ose respirer. Un silence dense, presque une suffocation, écrase l'audience. Ce n'est pas de la surprise, c'est du dégoût pur. Mais ce n'était que le début. Interrogée sur la douleur extrême infligée à des dizaines de femmes, elle répond avec un mensonge cynique. Par la façon dont cela a été réalisé, je crois que les patientes n'ont pas tant souffert. Et d'ailleurs, il y avait une chance d'un pardon futur. Un pardon futur. Comme s'il était possible de pardonner les infections provoquées délibérément. Les corps ouverts sans anesthésie. Les mères forcées d'avorter à coups de pied dans le ventre. Ces mots sont aussi froids que l'acier de ces instruments. Ces 3 lignes de défense principales ont été démantelées une à une. Premièrement, en tant que femme, elle ne pouvait pas être cruelle. Faux. Les cicatrices sur les corps des survivantes prouvaient le contraire. Les rapports détaillaient une cruauté calculée. Elle tuait avec une indifférence totale. Deuxièmement, elle ne faisait qu'obéir aux ordres d'Hitler. C'est l'excuse classique des criminels de guerre. Mais Hertha ne faisait pas qu'exécuter. Elle se portait volontaire pour continuer les expériences quand d'autres médecins refusaient. Elle choisissait ses victimes. Elle décidait des méthodes. Troisièmement, l'argument scientifique. Elle prétendait que ces expériences devaient sauver 100 000 soldats allemands blessés. Ce mensonge a été rapidement balayé. Aucune base scientifique, aucune application médicale réelle. Les informations n'étaient même pas documentées correctement. C'était de la torture pure, déguisée en médecine. Confrontée au meurtre par injection létale, Hertha ne scie pas. Sur les bandes audio, on l'entend répondre. C'était des actes médicaux pour soulager des patientes à l'agonie. Elle ose prétendre qu'elle ignorait que la substance était mortelle. C'était un théâtre pathétique, une démonstration de cynisme absolu. Mais le tribunal ne s'est pas laissé tromper. Les témoins étaient là. Les survivantes se tenaient debout, fortes, malgré la douleur, malgré les souvenirs qui remontaient. Stefania Lototka, Stanislava Młotkowska, Isabella Rek, Anna Heil, des noms qui avaient résisté à l'oubli. Elles ont parlé. Elles ont montré leurs jambes mutilées. Elles ont pointé du doigt l'accusé. Le 20 août 1947, le verdict est tombé. Hertha Oberhäuser est condamnée à 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Son supérieur, Karl Gebhardt,
reçoit la sentence capitale. Il est pendu le 2 juin 1948. Pourtant, malgré la sentence, un sentiment étrange flottait dans le tribunal, une impression de justice incomplète. Le monde l'ignorait encore. L'histoire d'Herta Oberhäuser était loin d'être terminée. Et la suite allait être aussi révoltante que les crimes qui l'avaient conduite ici. Liberté et justice n'allaient pas marcher ensemble. 10 ans de prison seulement. C'est le verdict qui a secoué le monde en janvier 1951. Les plaies de la guerre étaient encore ouvertes. Les procès de Nuremberg résonnaient encore dans les mémoires. Pourtant, la nouvelle est tombée comme un coup près. La peine d'Herta Oberhäuser a été réduite. Pourquoi une telle clémence pour un bourreau? La justice parlait de bonne conduite, mais les survivants y voyaient une insulte impardonnable. Avril 1952. Les portes du pénitencier se sont ouvertes. Herta a ramassé ses affaires et a marché vers la sortie. Elle n'a passé que 6 ans derrière les barreaux. C'est moins de temps qu'il n'en faut pour cicatriser une jambe infectée par de la gangrène. C'est moins de temps que la rééducation nécessaire aux victimes qu'elle a mutilées. L'une des criminelles les plus sadiques de l'histoire moderne était libre. Elle n'a pas fui en Argentine, elle n'a pas changé de visage, elle est rentrée chez elle. Herta s'est installée à Stocksee, près de Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Elle n'a montré aucune honte, elle a loué un local, elle a installé une table d'examen, elle a vissé sa plaque au mur, elle a rouvert un cabinet médical. C'est un fait difficile à croire, mais réel. Cette femme qui avait stérilisé des adolescentes de force a recommencé à recevoir des patients. Celle qui insérait du verre et du bois dans les plaies ouvertes pour tester des sulfamides prescrivait maintenant des sirops pour la toux. À première vue, une femme respectable au service de la communauté rurale. Mais en réalité, un monstre de guerre exerçant en toute impunité. Les années ont passé. Elle menait une vie banale. Elle soignait les locaux. Elle touchait le front des enfants fiévreux. Elle utilisait les mêmes gestes techniques qu'au camp de concentration. L'ironie était totale. Elle soignait cette population allemande qu'elle prétendait autrefois purger au nom de l'hygiène raciale. Personne ne posait de questions. Personne ne vérifiait son passé. Mais le silence n'a pas duré. 1956. Une femme est entrée dans le cabinet. Ce n'était pas une patiente ordinaire, c'était une ancienne détenue de Ravensbrück. Le choc a été immédiat. Elle a reconnu ce visage froid. Ce regard n'avait pas changé. Ce nom, Oberhäuser, était gravé dans sa mémoire par la douleur. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sur les photos d'époque, on voit la colère des manifestants. Le scandale est devenu national. Les journalistes ont afflué à Stocksee. Les survivants ont hurlé leur rage. L'association médicale s'est révoltée. Le ministre de l'Intérieur du Schleswig-Holstein, Helmut Lemke, n'a pas eu le choix. Il a ordonné le retrait immédiat de sa licence médicale. Nous sommes en août 1958. L'erreur était interdite. Herta n'a pas accepté la sentence. Elle a contre-attaqué. Elle a traîné l'affaire devant les tribunaux. Elle voulait garder son titre. Elle voulait continuer à exercer. Elle se voyait comme une victime du système. Mais la justice a fini par trancher définitivement. Décembre 1960. Elle a perdu. L'interdiction d'exercer a été confirmée. Elle a été condamnée à une amende. À l'image, les portes du tribunal se referment sur sa carrière. Le nom d'Herta Oberhäuser est devenu synonyme d'abomination médicale. Elle a été chassée de la lumière. Sa trace disparaît presque totalement des registres publics après ce verdict. Pas de mémoire, pas d'interview télévisée, seulement le vide. Les témoignages des voisins racontent la suite. Ils décrivent une femme aigrie, isolée. Les gens changèrent de trottoir. Ils l'évitaient, comme on évite une maladie contagieuse. Elle vivait derrière ses rideaux tirés, seule avec ses souvenirs. La fin est arrivée le 24 janvier 1978. Herta se trouvait dans une maison de retraite à Linz am Rhein. Elle avait 66 ans. On imagine le silence dans la chambre. Pas de funérailles grandioses, pas d'éloges. Personne n'était là pour lui tenir la main. Ses mains étaient désormais immobiles. Ces mêmes mains qui avaient recousu des plaies infectées sur des sujets vivants. Ces mains qui avaient tenu des seringues remplies de poison. Ces doigts qui avaient poussé le piston pour arrêter le cœur de jeunes femmes en pleine santé. La médecine était enfin débarrassée d'elle. Ce n'était pas une erreur de parcours, c'était un choix conscient. Herta n'a jamais été forcée, elle n'a jamais été contrainte. Elle a choisi le mal avec un sourire technique. La justice humaine a échoué en la libérant trop tôt, mais la mémoire est plus tenace qu'un jugement. Le nom d'Herta Oberhäuser reste un avertissement brutal sur la dérive de la science sans éthique.
Le dossier Oberhäuser était enfin clos.